Chapitre 53. Quelques soucis à la maison. Le colonel retourna dans la chambre que le service de la générale lui avait affectée. Après avoir sniffé une ligne, il regarda l'heure sur son téléphone. 11h23. Il appela une société de location de véhicules. Après une courte discussion, on lui proposa une berline Audi RS3 grise, car c'est tout ce qu'il restait. Il accepta, comme il eût accepté n'importe quel autre modèle, mais imposa qu'elle lui fût amenée devant le siège des renseignements, dont il indiqua l'adresse. Un supplément lui fut demandé, et il dut s'engager à ramener le livreur sur son lieu de travail. Il donna son accord pour tout et obtint que la voiture arriva à 11h45. Il enleva ses vêtements militaires, se doucha et s'habilla en civil. Sur le point de sortir pour rejoindre Lucien, il prit son sac de voyage dans un placard et posa la main sur la poignée de la porte. Mais... Je n'ai pas voulu te déranger pendant que tu étais en conversation avec la générale. Puis-je te parler un peu, là ? Ah, vous voilà. Madame... Comment, déjà ? Je n'ai jamais prétendu être une femme. Vous avez dit qu'au début, vous étiez toute seule. Je sais. J'ai aussi précisé que je ne l'étais plus. Il est important que tu n'oublies pas ça, pour que tu puisses comprendre ce qu'on pourrait appeler... disons, mes sautes d'humeur. Je suis tellement de personnes que je ne peux être qu'un modèle en matière de troubles dissociatifs de l'identité. Plusieurs personnes. Je me doutais bien que vous êtes une équipe de psychopathes. J'ai déjà pris ton exemple pour t'aider à l'appréhender. Tu es désormais un homme et aussi un bovin. Comme Lucien. Vous êtes des êtres doubles. Et vous, avez-vous également expérimenté de la même manière ce que vous nous avez fait vivre ? Bien sûr. J'ai en moi ces deux existences. Celle de ta mère vache et celle du veau que tu as été. Je n'aurais pas pu vous envoyer ces engrammes si je ne les avais pas intégrés. Bon, qu'on en finisse, voulez-vous ? Quel est votre but ? Quel dessein poursuivez-vous en offrant des vies bovines aux uns et aux autres ? Qu'attendez-vous de nous ? D'abord, ce n'est pas aux uns et aux autres. Ensuite, ce ne sont pas que des vies bovines. Je suis aussi faite de nombreuses expériences de bien des espèces. Des humaines, entre autres. Bien sûr. Et moi, voyez-vous, j'ai un peu de marsupilami et de Blanche-Neige et les 7 nains en moi. Si vous arrêtez vos stupidités pour en venir aux faits, je vous le redemande. Quel est votre putain de but ? Tu ne me crois donc pas, Elijah. Alors, écoute cette histoire. Lorsque j'étais enfant, mon père et ma mère alcooliques me battaient et m'humiliaient. Nous étions une famille très isolée, géographiquement, car nous vivions dans une campagne reculée, et socialement, car nous ne voyions personne, ou presque. C'était l'époque des cheveux longs pour les hommes jeunes. Aussi, mes parents n'avaient-ils rien trouvé de mieux pour m'humilier que de me raser le crâne. C'est avec cette coiffure, et avec des vêtements si passés de mode que je ressemblais à un anachronisme temporel, que j'allais à l'école. J'étais la cible de toutes les railleries que l'on peut aisément imaginer. J'ai supporté ces railleries 2 ans environ, jusqu'au jour où, dans un réflexe de révolte inattendue, je me suis défendue vigoureusement contre mes 2 principaux tortionnaires. L'un eut un bras cassé et le visage boursouflé, rouge et bleu. L'autre eut une épaule déboîtée, une clavicule brisée. Le proviseur convoqua ma mère et mon père pour leur dire que j'étais un élève violent très dangereux, que les parents de mes victimes porteraient probablement plainte et que tout cela était on ne peut plus regrettable. À partir de ce jour, ma vie est devenue un enfer chez moi. Je recevais encore plus de coups et j'étais privée de tout. Pour manger, je devais me contenter des restes après les autres. Quand j'eus 16 ans, ma professeure de mathématiques au lycée, qui avait déjà noté mon comportement renfermé, remarqua un jour des traces de coups sur mon visage. Elle commença à se douter que j'avais de sérieux problèmes. Au moment de quitter la classe à la fin du cours, elle me demanda de rester un instant. Quand tout le monde fut sorti, elle referma la porte et vint s'asseoir à côté de moi, à ma table. Je me souviens combien j'étais troublée de la voir si près de moi. Elle essaya de me faire parler, mais mon cœur battait si fort et ma gorge était tellement nouée que je ne pus que murmurer quelques mots presque inintelligibles. J'avoue que j'avais toujours eu du mal à me concentrer sur ces cours. Pas seulement à cause de mes difficultés familiales, surtout parce que je la trouvais trop désirable pour m'intéresser à autre chose qu'à elle-même. Ce jour-là, elle dut se contenter du peu que j'avais réussi à articuler, quelques mots lui confirmant que j'avais en effet quelques soucis à la maison. 2 jours plus tard, le soir, à la sortie du lycée, elle me proposa de me ramener chez moi en voiture.
Malgré ma timidité et mon émotivité qui emballèrent tout de suite mon cœur, j'acceptais volontiers. Je n'avais cessé de penser à elle depuis la dernière fois que je l'avais vue. Je montais dans sa voiture à côté d'elle et lui indiquais mon adresse. J'habitais à 7 kilomètres et je faisais habituellement le trajet à pied. Au début du trajet, nous gardâmes quelques minutes le silence. Puis elle commença à me poser des questions auxquelles je répondais avec le souci principal de ne rien dire qui put, selon moi, me rendre ridicule à ses yeux. Aussi évitai-je de dire que j'étais battue. Je compris plus tard qu'elle n'était néanmoins pas dupe. Elle roula sans se presser et même après s'être arrêtée dans un coin discret en haut du chemin qui descendait vers ma maison, elle m'interrogea encore un moment. Mon cœur cognait si fort qu'il était légitime de se demander s'il serait toujours en état de fonctionner encore longtemps. J'essayais de ne pas la dévorer des yeux d'une manière trop visible. Intimant à mon regard d'éviter son décolleté, je répondais gauchement à ses questions. Je finis par sortir de sa voiture pour rentrer chez moi. La soirée fut aussi fielleuse que d'habitude, mes parents aussi malveillants, mais mon cœur restait au paradis de mes derniers souvenirs. J'étais si amoureux d'elle. Ce n'était bien sûr pas facile, mais nous nous rencontrâmes de plus en plus souvent. Nous en vînmes à faire l'amour ensemble. J'eus plutôt dire qu'elle me fit l'amour, tant j'étais gauche et inhibée. Elle avait allumé une nova dans mon cœur. Peu à peu, j'avais bien sûr fini par me confier entièrement. J'étais heureux. Jusqu'au jour où un coup de téléphone anonyme prévint mon père de ce qui se passait entre elle et moi. L'école dut être informée par la même personne, car je fus convoquée par le proviseur en présence de mes parents et de celle qui sublimisait ma vie. Conscient des graves problèmes qu'elle encourait, j'étais décidée à nier avec obstination dès que l'on m'interrogerait. Hélas, il y avait 2 témoins contre nous et même une photo nous montrant en train de nous étreindre dans la voiture. Mon père a tenu à porter plainte. Jugée en correctionnel pour corruption de mineurs et atteinte sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, elle fut condamnée à 18 mois de prison. Je ne l'ai plus jamais revue. Un soir, après que mon géniteur m'eut rappelé le terrible verdict en riant et en se gaussant de moi, ma haine envers lui devint tout aussi grande que l'amour que la justice m'avait arraché. Alors, perdant tout contrôle, je me suis mise à cogner sur lui. Sous les yeux de ma mère qui hurlait, j'ai tuméfié sa figure qui ne riait plus. Il était heureusement trop fier pour laisser savoir à qui que ce soit que son fils l'avait battu, mais il m'ordonna de quitter la maison sur le champ. C'est ainsi que j'ai commencé ma vie indépendante en étant sans domicile fixe, à l'âge de 16 ans. Je ne l'ai jamais oublié. Mes relations avec les femmes sont très complexes, mes blocages difficiles à vaincre. J'ai l'impression idiote de la trahir. Voilà la source de ma névrose et de ma perpétuelle mauvaise humeur. Je ne pense pas utile de continuer. Je voulais seulement te prouver que je suis faite de plusieurs personnes, de plusieurs espèces, notamment des humaines. Elijah fut le siège d'un mélange d'émotions. La honte, l'humiliation et le sentiment d'impuissance l'écrasèrent. Une terrible ire portée à son paroxysme serra ses poings, fit crisser ses dents et agita son corps de tremblements. Se demandant si Lucien avait vécu le même affront, il se souvint qu'il devait aller le chercher. Il regarda l'heure. 11h40. Ce fut la surprise. Toute cette conversation pensée n'avait duré que si peu de temps. « Vous avez violé ma mémoire !» s'emporta-t-il. « Tu ne devrais pas te mettre dans cet état, Elijah. Tu n'as pas réalisé qu'il n'y a aucune raison de te sentir humilié. Ce n'est pas comme si j'avais ravi des informations sur toi. Il faut vraiment que tu comprennes que j'ai, très clairement en moi, la conviction d'avoir vécu cela tout comme toi. Cela est comparable à ce que tu éprouves quand tu penses à ta vie bovine. Tu as réellement été ce veau, d'une certaine manière, aussi bien que moi. J'ai réellement été Elijah Floyd d'une certaine manière. Cette identité, nous la partageons. Ce que tu es, je le suis, nous le sommes. Je dois en outre ajouter que je n'ai pas contrôlé ce qui a fait que tes engrammes ont pénétré ma mémoire. Cela s'est fait malgré moi, je te le jure. Cela est à tel point vrai que je pourrais même prétendre que c'est toi qui as violé mon esprit. » Ces dernières explications avaient un accent d'une si grande sincérité que le colonel, quelque peu déstabilisé, se calma peu à peu. « Ahurissant ce truc. Mais comment une telle chose est-elle possible? N'empêche que vous connaissez tout de ma putain de vie, alors que je n'ai même pas la moindre idée de qui vous êtes. » Tu sais, Lydia, comme mon esprit a été programmé par plusieurs éducations humaines,
Moi aussi, j'aurais tendance à réprouver le comportement de ta professeure de mathématiques pour avoir eu des relations sexuelles avec son élève. Mais, comme j'ai également de nombreuses consciences d'autres espèces en moi, je peux te dire que cette réprobation ne vient que de la doxa des tiens. Elle n'a aucune raison d'être. C'est-à-dire que la norme de votre culture est tordue. Vos œuvres cinématographiques, par exemple, montrent des actes de violence plus facilement que des scènes d'amour. Voir des armes fabriquées pour tuer choque moins que de voir des sexes destinés à transmettre la vie. Vous avez en majorité un énorme problème, vous, les êtres humains, avec le sexe. Les seuls peuples qui n'en avaient pas se sont fait missionner pour être contaminés par votre norme névrosée. Attention, ville sauvage, cachez le kiki, ce n'est pas beau. Le colonel s'étonna presque inconsciemment de ce « vous, les êtres humains ». Mais il y avait tant d'autres sujets dans cette conversation qui monopolisaient son esprit qu'il ne le releva pas. Je n'ai pas envie de penser à ça maintenant. Je suis toujours sur le choc de partager mes souvenirs intimes avec une étrangère. En fait, pourquoi faire l'amour avec sa professeure serait-il moralement condamnable ? Tu portes le fardeau du jugement d'une société insane dont les membres tolèrent toutes les discriminations arbitraires et les abominables violences qu'elles engendrent, mais réprouvent le sexe comme s'il était pire que le meurtre, l'esclavage ou le joug patriarcal. Vous êtes tous fous ! Tu vis avec des esprits viciés pour lesquels violer une vache pour dévorer son enfant et boire le lait qui lui était destiné est moins grave que de faire l'amour avec son élève consentant. Tu es bien placé pour en être révolté puisque tu as été un de ses enfants. La pertinente impertinence de la remarque détonna comme une bombe dans la raison du colonel. Il fut ému de sentir et la grande détresse et la sourde colère qui lui étaient transmises en même temps que ses mots pensés. J'ai dit que je n'ai pas envie de philosopher sur la doxa maintenant. Vous me devez au moins une chose. Laquelle ? Me dévoiler sincèrement qui vous êtes. Je ne peux pas le dire parce que cela mettrait ma vie en danger. Je ne veux pas mourir. Pas que mon existence soit spécialement agréable, mais j'ai une importante mission à mener à bien, avant de disparaître de ce monde. Quelle mission ? Une guerre à gagner. Ah oui, la fameuse putain de guerre. Je t'en reparlerai bientôt. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je dois aller chercher ma mère bovine. Le colonel sortit de sa chambre en proie à un tumulte intérieur indescriptible. Putain de truc.